Alors bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui au CIRST Morgane Mouton. Morgane est professeur adjoint au Centre Urbanisation, Culture, Société de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique à Montréal. Avant de rejoindre l'INRS, Morgane a obtenu un doctorat en aménagement et urbanisme de l'Université Paris-Est. Il a également mené des recherches postdoctorales à l'Université de Calgary et à l'Université Gustave Eiffel. Ses travaux portent principalement sur les infrastructures urbaines qu'il appréhende à travers le prisme des études urbaines, des études, des STS et de la santé publique. Alors, il va nous présenter ses intérêts de recherche sous la forme d'une conférence qui s'intitule Matérialité numérique, données, pouvoir et environnement urbain. Alors, Morgane, à toi la parole pour à peu près 40 minutes. Voilà, et puis on aura 20 minutes de discussion, échange, questions par la suite. Merci beaucoup, Florence. Et puis, merci également, Hélène et Jean-Benoît. Je suis pour l'organisation de l'événement. Je suis vraiment très content d'y participer puisque si je devais définir mon identité de recherche, il y a une jambe dans les études urbaines, mais également une autre dans les STS. Euh, et j'aimerais donc j'aimerais revenir aussi dans le cadre de cette présentation là-dessus et sur ce que ces deux champs de recherche, ce qu'ils gagnent la manière dont ils gagnent à être confrontés. J'ai donc intitulé la présentation Matérialité numérique, données, pouvoir et environnement urbain. Et dans un mouvement d'une grande audace et d'une grande originalité, j'aimerais commencer par parler de matérialité pour arriver ensuite vers le numérique. Alors, voilà, ça marche. Euh, je parlais un petit peu de mon identité de recherche. Euh, J'aimerais revenir là-dessus puisque dans les études urbaines, dans le champ des études urbaines, j'ai peut-être une spécificité, c'est effectivement j'aborde la ville par ses infrastructures. Il y a 20 ans, j'aurais peut-être été assez seul dans mon coin, mais c'est de moins en moins le cas. Juste avant de venir, j'ai fait cette recherche sur Scopus, j'ai regardé toutes les publications qui contenaient le terme infrastructure dans le titre ou les mots-clés ou le résumé. Et comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose il y a une montée en puissance de ce thème de recherche, montée en puissance qui est le révélateur de ce que certaines et certains ont pu qualifier de tournant matériel dans les études urbaines. C'est là qu'entrent en jeu les STS, et qu'on peut trouver un croisement assez fertile, je pense, puisque dès les années 1980, des premières recherches, je pense notamment à celle de Thomas Hughes, en histoire notamment, ont pu aborder la question de ce qu'on appelle les macrosystèmes techniques, les grands réseaux techniques qui nous permettent de vivre comme on vit finalement, avec ce mouvement qui était assez fort, qui était de dire que quelque chose comme un service d'électricité n'est pas uniquement un système technique, c'est un système socio-technique, pour reprendre le terme, qui a contribué à populariser Thomas Hughes. Et par là même, donc, on peut s'en emparer en tant que chercheuse et chercheur en sciences sociales. C'est plus le domaine réservé des ingénieurs. Euh, à partir de là, il y a un grand nombre de travaux se sont attachés à mieux comprendre la ville en partant de ces infrastructures, montrant comment elles révèlent des fractures sociales, des inégalités socio-spatiales, des rapports de pouvoir également, des priorités publiques, si bien que on est à un moment finalement qu'on pourrait qualifier d'heure du bilan, puisqu'on a un champ qui s'est beaucoup développé, avec des travaux qui ont pu interroger donc non seulement les rapports entre processus d'urbanisation et extension des grands réseaux techniques, mais également la question de la maintenance, la question de la violence infrastructurelle, de la manière dont les infrastructures peuvent aussi donner l'accès à une forme de citoyenneté urbaine. Et je fais beaucoup d'impasses ici. Et donc,
ces quelques dernières années. Il y a un numéro spécial du Journal of Urban Technology qui faisait le bilan après l'ouvrage de 2001 de Stephen Graham et Simon Marvin, Splintering Urbanism, qui avait posé un jalon dans le développement de cette réflexion sur les infrastructures en utilisation urbaine. Mais je pense aussi à un ouvrage qui est sur le point de paraître dans les jours ou semaines à venir, dirigé par Olivier Coutard et Daniel Florentin, qui là aussi cherche à faire le point finalement sur les avancées de ce champ de recherche, tout en montrant un peu les pistes qui s'offrent à nous en termes de recherche. Voilà donc un peu sur ce positionnement qui est le mien, et j'aimerais insister sur cette question de la matérialité dedans. Puisqu'effectivement, on parle parle d'infrastructure, on parle de béton, de câbles, de tuyaux. Il y a un aspect matériel, mais on peut peut-être en dire un peu plus en montrant d'abord que ce tournant matériel des études urbaines, il fait écho à des préoccupations politiques et sociales, au premier rang desquelles la question environnementale, puisque s'interroger sur la matérialité des villes, c'est aussi s'interroger sur leur empreinte environnementale. Et donc, il n'est pas très étonnant finalement que les études urbaines aient connu ce tournant ces dernières années. Mais il y a un autre enjeu derrière ce tournant théorique, derrière ce tournant qui est cette fois-ci plutôt donc de l'ordre du théorique, puisque étudier des objets non humains permet de mieux comprendre le monde social et les tensions qui le parcourent, dans le sens où la matérialité, les infrastructures, les flux de matière et d'énergie qui parcourent les villes sont à la fois le produit de rapports de force, mais elles génèrent aussi d'autres tensions, elles créent du politique. Si je devais résumer les choses, on a ces deux acceptions de liens entre politique et matérialité qui coexistent. Les infrastructures matérielles seraient la continuation de la politique sous d'autres formes, sous la forme de béton, de câbles, de tuyaux. Mais dans le même temps, ces mêmes objets, eh ben, ils produisent quelque chose, ils transforment les sociétés, ils créent du dissensus et donc par là même, ils créent des enjeux politiques nouveaux. C'est donc à ce niveau d'analyse que je cherche à me situer. Euh, et je cherche à le faire via la question du numérique notamment. Donc dans cette présentation, je vais proposer deux pistes de réflexion sur la matérialité du numérique, avec en premier lieu ce qui est peut-être le plus évident, qui est le fait que, enfin qui est devenu évident, mais qui ne l'était pas du tout initialement, le fait que le numérique repose sur des infrastructures, quand bien même c'est de moins en moins le cas, mais on avait tendance à en parler de manière très éthérée. Si on parlait du cloud, c'était pas anodin, c'était quelque chose qui ne renvoyait pas à de l'infrastructure matérielle. Mais depuis quelque temps, enfin progressivement, finalement, on s'est rendu compte de ces questions. Alors en aménagement, c'est une question qui a été assez vite abordée. C'est celle des infrastructures de télécommunications, avec des recherches qui ont pu montrer comment certains territoires sont mieux desservis d'autres, et notamment comment les infrastructures de télécommunications suivent finalement d'autres infrastructures préexistantes. Alors il y a même le cas d'anciens bâtiments qui servaient d'échangeurs de l'information au moment du télégraphe et qui ont été réhabilités à l'ère du numérique qui accueille des serveurs maintenant. Mais on peut penser aussi au fait que quand on veut tirer des câbles de fibre optique, on a tendance à le faire autour des voies ferrées. Donc il y a cette dépendance au sentier qui a été assez vite identifiée. Au cours des années 2000, petit à petit, cette interrogation, finalement, sur quoi repose Internet, a pris un peu plus d'ampleur. Alors, il y a un ouvrage peut-être qui a un rôle, qui a eu un rôle à jouer dedans, qui est d'ailleurs pas un ouvrage d'universitaire, mais de journaliste, Tubes, où Andrew Bloom a cherché justement à se poser la question, quand j'envoie un courriel, par où ça passe, quel cheminement fait ce courriel, par quelles infrastructures il passe également. Si bien que maintenant,
je fais le pari que dans la salle, vous avez quand même une idée assez, qui est beaucoup moins abstraite de la façon dont ce réseau de communication fonctionne. Alors, ça va donner les câbles souterrains. Vous avez sans doute déjà vu ce type de carte. Et là, je renvoie aux travaux de Clément Marquet et Lou Sellard, par exemple, qui ont beaucoup travaillé ces temps-ci sur... alors, ils ont eu un article sur la ville de Marseille, par exemple, en montrant comment cette ville qui est très connectée, puisqu'il y a, je crois, plus de 15 câbles qui atterrissent au même endroit, quels enjeux ça pose aussi sur le plan urbain et plus généralement sur le fait de coexister pour un espace urbain avec ces infrastructures du numérique. Il y a un deuxième, il y a un autre objet qui très vite est apparu comme central, qui est celui des centres de données. Alors ça a été c'est peut-être l'objet sur lequel on a concentré le plus d'attention. Un objet qui, au départ, était recouvert d'un voile de mystère et de secret. Là, pour illustrer cette diapo, j'ai utilisé une photographie du centre de données de la NSA dans l'Utah, qui a fait couler beaucoup d'encre. D'autant plus, d'ailleurs, cette culture du secret, de la sécurité présente dans cette industrie. Mais donc, petit à petit, des travaux se sont accumulés sur cet objet au point que, dans un article récent, Edwards, Cooper et Hogan parlent d'un Critical Data Center Study, deux Critical Data Center Studies, comme un champ de recherche qui s'autonomiserait. On pourra discuter après de cet élément. Et donc, c'est quelque chose qui nous a intéressé. Quand je dis nous, c'est puisque là, je vais aborder un projet de recherche un peu pilote qui va s'étendre par la suite, mais que j'ai conduit donc avec Julia Frottet, qui est à l'INRS également, basée à Rimouski, à l'UMR INRS UCAR, et avec l'aide également d'un étudiant à la maîtrise qui s'appelle Émile Pronovo et qui, je crois, est connecté en ce moment. Donc, on s'est intéressé à ces objets, nous aussi, en faisant d'abord un premier constat qui est que une grande partie de la littérature s'est intéressée aux enjeux environnementaux, finalement, des centres de données. Avec un premier aspect qui est qu'il y a des enjeux énergétiques tout à fait forts. Un centre de données consomme beaucoup d'électricité, à tel point que certains auteurs, certaines autrices parlent de gentrification énergétique, dans le sens où, dans un contexte où la puissance électrique disponible est limitée, elle est finie, et ben les data centers, les centres de données ont tendance à en accaparer un gros volume au détriment d'autres industries, d'autres consommateurs d'électricité. On pourrait parler également, c'est quelque chose qui apparaît en ce moment également, au fur et à mesure que les méthodes de refroidissement des serveurs évoluent, de plus en plus de centres de données consomment de l'eau également, et c'est un enjeu qui apparaît tout à fait important. Par ailleurs, on peut s'intéresser aussi aux centres de données, non pas uniquement en regardant ce qui rentre et ce qui sort en termes de ressources primaire utilisé, mais on peut regarder le matériel qui est à disposition. Et de ce point de vue-là, il y a une consommation de ressources qui est elle aussi très dispendieuse, qui a un coût environnemental tout à fait monstrueux. Et donc, pour que les puces qui peuplent les serveurs qui tournent dans les data centers soient construites, et il faut utiliser des terres rares, il faut utiliser un ensemble de métaux très, très, très vaste et qui vient de partout sur Terre. Si bien que j'aime beaucoup ce visuel proposé par une chercheuse qui s'appelle Anna Valdivia,
qui montre finalement comment, pour reprendre un peu ces termes, un ingénieur qui entraîne un algorithme au Royaume-Uni, finalement, il se retrouve lié à des tas d'endroits dans le monde, des mines d'or en Colombie ou de tantalum. Je ne savais même pas ce qu'était le tantalum. Le tantal, je ne sais toujours pas. Euh, au Kazakhstan, en passant par des centres de données, peut-être au Mexique, peut-être ailleurs, avec des entreprises qui elles aussi se trouvent partout dans le monde. Nvidia qui va produire la carte graphique qui fait tourner ce modèle pour cet algorithme, mais dont la puce aurait été construite à Taïwan par TSMC. Bref, c'est une autre manière d'appréhender aussi la matérialité des centres de données, et c'est une manière qui nous montre les connexions finalement qui se font à travers le monde. Euh, ce qui, ce qui nous a conduit finalement, dans le cadre de de ce projet de recherche, à nous interroger sur les logiques d'implantation et les enjeux territoriaux finalement propres à ces centres de données. Alors avec différents éléments qui transparaissent dans la littérature. Où est-ce qu'on va positionner ce centre de données? Plutôt en ville, plutôt à l'extérieur, avec là aussi du pour et du contre. En ville, on a une infrastructure, notamment électrique, qui est déjà sur place. Ça pose ça offre des facilités en termes de connexion. Par contre, le faire plus loin, ça permet aussi de mobiliser d'autres imaginaires, de le faire là où, sur des espaces, puisque ces centres de données prennent de plus en plus d'espace. Donc, ils peuvent être installés dans des zones qui sont qualifiées de vides. Il y a un peu l'imaginaire du front pionnier qui est mobilisé, avec tous les problèmes qu'il a suscités dans l'histoire et qu'il continue à susciter quand on s'intéresse à ces centres de données. Avec un imaginaire aussi qui est très important. Alors, beaucoup de ces centres de données sont construits dans des pays nordiques, avec l'idée de profiter de la chaleur, de la fraîcheur justement pour évacuer la chaleur des centres de données, mais tout un imaginaire qui est construit autour de ça, en termes de sécurité, d'autosuffisance. Il y a un article notamment qui montre comment l'Islande s'est positionnée comme un espace très accueillant pour ce type d'infrastructure. Et on a retenu donc, pour terminer sur cette rapide revue de la littérature, on a conclu, on a retenu de cette production scientifique que peut-être ce qui était le plus pertinent pour appréhender ces objets et la manière surtout dont ils s'inscrivent dans leur environnement, c'est peut-être d'avoir une approche ethnographique pour saisir ces enjeux, pour comprendre les tensions qu'ils peuvent susciter, comprendre aussi les formes d'insertion qu'ils peuvent avoir au niveau social, économique, mais politique, en termes d'imaginaire également, dans les territoires qui les accueillent. Mener cette réflexion au Québec n'est pas anodin, et de fait, le Québec a une situation assez particulière, déjà par l'abondance et surtout le caractère peu cher de l'électricité qui est produite, avec cet avantage pour des entreprises qui ont à cœur de tamponner leurs rapports annuels en précisant que c'est de l'énergie verte qui a permis de faire tourner leurs serveurs. C'est de l'énergie hydroélectrique, ce qui correspond bien donc aux attentes de ces acteurs. Microsoft en tête, puisque j'aurais pris, il y aurait beaucoup d'exemples, mais j'ai pris celui-là. Ils sont en train de développer de grosses installations dans la région de Québec. Installations qui sont dans une phase d'expansion d'autant plus grande que les besoins sont très importants et toujours plus importants en hébergement de données, puisqu'on accumule de plus en plus de données et avec des fichiers qui pèsent toujours plus lourd. Mais également en termes de besoins de calcul. Et à cet égard, la frénésie que l'on connaît autour des grands modèles de langage et autres, et de manière générale autour de ce que l'on appelle l'IA générative,
ChatGPT en tête, et ben ces activités demandent des capacités de calcul très très importantes qui conduisent à construire de plus en plus de centres de données. Le fait que ce soit Microsoft qui finance OpenAI est d'ailleurs pas anodin, puisque eux vendent par ailleurs les services qui permettent de faire tourner ces modèles. On peut comprendre aussi les logiques industrielles qui sont à l'œuvre. C'est donc dans ce contexte que on a décidé de monter un projet pilote. Et je voulais parler aussi de la façon dont on a produit cette recherche, puisque il me semble que ça permet aussi de souligner les points d'étonnement qui ont été les nôtres. Et donc, pour donner quelques éléments de contexte, donc on fait assez vite tourner vers la ville de Sherbrooke. On savait qu'il y avait des centres de données sur place. On savait qu'il y avait des tensions sociales autour de ces centres de données, une contestation citoyenne autour de cette implantation. Donc ça nous intéressait aussi. Et on savait enfin que la ville de Sherbrooke tirait des revenus municipaux de l'implantation de ces centres de données, ce qui encore une fois nous intéressait puisqu'on cherchait vraiment à découvrir, à explorer les formes d'intégration des centres de données, donc y compris de l'intégration financière et fiscale. Donc. Finalement, on a été assez surpris par ce cas pilote. Alors déjà, la situation de Sherbrooke est singulière par le fait que ce n'est pas Hydro-Québec qui fournit l'électricité aux consommateurs à Sherbrooke, mais Hydro-Sherbrooke. Il se trouve qu'avant la nationalisation d'Hydro-Québec, il y avait déjà un opérateur municipal avec en l'espèce Hydro-Sherbrooke, et que le cadre législatif finalement a permis de continuer le statu quo. Si Hydro-Sherbrooke produit très peu de l'électricité qu'il utilise, je crois que c'est entre 5 et 10%, il arrive tout de même à faire un petit bénéfice en revendant l'électricité qu'il achète à Hydro-Québec. Si bien que les ventes d'électricité génèrent des revenus qui vont dans les caisses de la ville. C'est un premier point donc qui est assez singulier. Il y en a un deuxième, c'est que on a cherché à comprendre un peu qui étaient qui possédait les centres de données à Sherbrooke. On s'est rendu compte en fait qu'il y avait un seul opérateur et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'une entreprise qui s'appelle Bitfarms, dont le siège est à Toronto. Qui ne fait pas du tout de l'hébergement de données, qui mine des crypto-monnaies. Ce qui, en termes d'acceptabilité sociale, repose les questions un peu de manière différente. En termes d'acceptabilité sociale, mais pas que. Et justement, c'est là que j'aimerais faire revenir cet enjeu de matérialité du numérique. Je terminerai juste donc en disant qu'il y a un contrat actuellement qui est passé pour fournir 96 MW de puissance aux différents sites de Bitfarms, ce qui n'est pas négligeable puisqu'en vraiment en période de pointe à Sherbrooke, on est à quelque chose comme 500 et un peu plus de 500 mégawatts. J'ai plus le chiffre exact en tête. Donc, on s'est intéressé, on a été voir un peu où étaient ces centres. Alors, je suis désolé, j'ai pris des toutes petites étoiles. Mais il y avait un site ici qui a fermé autour de la souris, qui est en l'étoile bleue, justement, qui est le lieu de toutes les contestations, et je reviendrai dessus. Et donc, il y a actuellement 3 autres sites, puisqu'il y a eu ce site à déménager, et qui sont situés dans le parc industriel de Sherbrooke. Et donc pour 3 sites qui sont de taille variée. Je disais que la matérialité revient ici, nous revient en pleine face, puisque c'est donc de la crypto-monnaie qui est utilisée. Donc, il s'agit de faire des calculs et pas d'héberger des données. Donc, ce n'est pas des disques durs qui sont placés sur des serveurs. C'est des cartes graphiques qui tournent pour réaliser des calculs, avec plusieurs implications. D'abord, une implication énergétique. Quand on héberge des données, le
principal enjeu, ça va être d'avoir une sécurité d'approvisionnement qui est la plus haute possible. Bon nombre d'ailleurs de centres de données, les très gros en tout cas, vont avoir tendance à demander plusieurs plusieurs arrivées électriques, de sorte que si une ligne est coupée, l'autre puisse prendre le relais. Il y a derrière des génératrices qui permettent de fournir de l'électricité en cas de panne. Donc, c'est vraiment la priorité, la première des opérateurs de centres de données. Pour le calcul, cet impératif saute, si l'on peut dire, et si bien que Hydro-Sherbrooke a pu négocier avec ces entreprises une coupure au moment de la pointe, ce qui leur permet de rester, d'avoir en tout temps une puissance disponible à même de satisfaire les besoins de l'ensemble de la ville. Autrement dit, les cartes graphiques arrêtent de tourner pendant 2 heures dans les centres de Bitfarms. Et d'ailleurs, le contrat, visiblement, est très strict à ce sujet. Si jamais ils continuaient leur activité, Hydro-Sherbrooke pourrait les débrancher, si j'ose dire. Donc ça, c'est un premier élément. Il y en a un deuxième, c'est que ce pas les mêmes systèmes de refroidissement. Et vous avez sans doute en tête ces images de centres de données avec des serveurs qui sont positionnés dans des espèces de frigos. C'est pas le cas. Il n'y a pas les mêmes contraintes dans le calcul, en tout cas avec Bitfarms, qui, elle, refroidit en bloc, si j'ose dire. Dans des termes très techniques, c'est de la grosse ventilation. C'est des gros ventilateurs. Et c'est des ventilateurs qui sont bruyants, si bien que le bruit est un enjeu qui est apparu et qui se poserait peut-être pas de la même manière ailleurs. C'est notamment le cas, puisque si je reviens sur la localisation, le site qui posait problème était situé directement sur la rivière, si bien qu'autour, il n'y avait pas grand-chose, mais en face de la rivière, en plus, le son semblait être porté. Enfin, après, chacun peut y aller de son analyse, mais de fait, on avait des nuisances sonores très importantes pour les riverains qui donc se sont mobilisés et qui ont placé les élus dans une position délicate, puisque il y avait une demande sociale très importante autour de la relocalisation de Bitfarms. Et en même temps, je disais qu'il y avait des retombées financières qui sont effectivement qui représentent à peu près 11 millions de dollars par an, et qui intervenaient à une période où l'administration municipale n'était pas dans une situation, dans une forme financière olympienne, si bien que ce qui est apparu au cours des entretiens, c'est que ces fonds, enfin cette rentrée d'argent a permis d'avoir un fonds de stabilisation, pour reprendre les termes de nos participants et participantes de recherche, d'avoir un bas de laine si jamais il se passait, il y avait des dépenses à effectuer, ce qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc la municipalité a réagi en proposant un autre site avec un peu plus de puissance disponible d'ailleurs à Bitfarms, et donc en organisant son déménagement, et pour éviter que la situation ne se reproduise, en produisant des nouvelles catégories de zonage qui sont dédiées spécifiquement au centre de données et qui sont associées notamment à des normes en matière de nuisance sonore. Ils ont fait d'ailleurs un travail qui semble très détaillé. Là, j'ai tiré ces images du rapport qui a été présenté au conseil municipal qui traitait justement de ce déménagement et de la manière dont il a été organisé par la ville. On voit il y a eu des prises de son à différents points du quartier, des simulations sonores qui ont été faites. Bref, il y a eu une montée en compétence aussi de la municipalité sur ces questions qui est évidente. J'aimerais dire un peu quelques mots sur un autre volet de cette matérialité du numérique. Donc, je vais conclure rapidement sur le cas de Sherbrooke, en précisant donc qu'il faut bien se rappeler que c'est une spécificité. Le cas de Sherbrooke est vraiment très spécifique, puisqu'il y a Hydro-Sherbrooke, enfin, en tout cas dans le paysage du Québec,
puisque il y a Hydro-Sherbrooke qui change un peu la donne. Par ailleurs, cette phase d'expansion de l'installation d'entreprises de crypto-monnaies a pris fin, notamment puisqu'une décision de la Régie de l'énergie a interdit finalement a mis un moratoire en tout cas sur l'installation de tels acteurs industriels. Hydro-Sherbrooke a d'ailleurs dû faire un recours pour pouvoir honorer les contrats qu'il avait déjà passés, puisque si la Régie de l'énergie voulait vraiment mettre fin à tout immédiatement. Par ailleurs, a priori, Sherbrooke ne deviendra pas une haute place des centres de données, notamment puisque pour l'hébergement de données, il y a une tendance à la montée en échelle de ces installations, si bien qu'elles demandent, c'est ce qu'on appelle les centres de données hyperscale dans l'industrie, et si bien que ça demanderait un foncier dont la ville ne dispose pas, et une puissance qu'elle n'est pas en mesure, une puissance électrique qu'elle n'est pas en mesure de fournir. Néanmoins, ça ne me semble pas anodin non plus, notamment puisque il y a un moratoire sur les crypto-monnaies, mais l'IA générative repose sur les mêmes, sur les mêmes besoins, connaît cet essor et semble en tout cas bénéficier d'une plus grande acceptabilité sociale. On pourrait discuter de l'utilité sociale de ChatGPT, mais ce serait une autre conversation. Je voulais m'arrêter là puisque pour ce premier pan, puisqu'il y a une autre façon finalement de comprendre la matérialité du numérique, qui est de comprendre comment les données, la circulation notamment de données numériques, permettent de changer aussi les circulations de matière et d'énergie dans la ville, comment le fait d'avoir une connaissance supplémentaire et finalement a des conséquences matérielles sur l'espace urbain, sur la façon dont on l'utilise, sur la façon dont on le construit, sur la façon dont on l'habite. Je vais le faire donc. Alors là, on est moins sur du résultat de recherche que sur quelque chose de plutôt programmatique et d'un agenda de recherche. Je m'en excuse, mais je me dédouane en disant que j'ai fait valider ça par Florence et Jean-Benoît. Donc, je me suis intéressé, puisque je disais que je travaille sur les infrastructures, et la question de l'intégration du numérique aux services urbains traditionnels d'eau, d'énergie, de déchets, est un autre volet de recherche que je suis en train de développer. Et donc, j'aimerais commencer puisque ça peut être un peu abstrait, par deux vignettes finalement qui permettent de dire un peu de quoi je parle, et que des vignettes que j'emprunte aux Philippines, puisque c'est un de mes terrains de recherche, en tout cas c'était mon terrain de thèse, et que j'aimerais réactiver, si je puis dire. Donc en premier lieu, la ville de Tagaytay, qui est une ville qui est située sur l'île de Luzon, qui est l'île principale de l'archipel philippin, qui a cette particularité d'être située en hauteur, donc il fait un peu plus frais, ce qui lui a valu le titre de capitale de l'été, et qui lui apporte un flux touristique important, puisque des personnes justement viennent s'échapper de la chaleur étouffante et humide qu'on peut trouver ailleurs dans le pays, et s'installe à Tagaytay, ce qui a donné lieu à une construction très importante de grands bâtiments, comme vous pouvez le voir. Bon, ceux-là sont particulièrement denses, mais de manière générale, il y a des densités urbaines très importantes dans les villes philippines. Et donc ce flux touristique et cet accroissement plus général de la population a créé une pression très importante sur les ressources hydriques qui commençaient à manquer. Si bien que la ville a fait appel à une entreprise locale qui s'appelle Hiraya Water, et qui propose de disséminer des capteurs partout dans le réseau pour identifier les pertes, et pour proposer des services de pilotage finalement du réseau, pour ouvrir ou fermer des valves, pour faire en sorte que la pression soit constante sur le réseau et in fine limiter les pertes.
ce qui a permis de réduire les pertes en eau de manière assez substantielle. De mémoire, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 40%. J'ajouterais que là, j'ai posé la question dans le cadre des Philippines, mais les réseaux d'eau québécois, des villes québécoises sont guère mieux lotis. Et donc, là, on pourrait aussi apprendre de ce cas. Mon deuxième, cette deuxième vignette, c'est celle de Dapitan. Cette fois-ci, on est sur l'île au sud de l'archipel. Et la ville a fait appel au service d'une application qu'on a très vite qualifiée de Uber des déchets, puisqu'elle permet de signaler son intention ou son besoin de déposer des déchets en précisant s'ils sont recyclables, non recyclables. Ce qui permet d'optimiser les circuits des camions de collecte d'ordures et de voir en temps réel pour les usagers où se trouvent et quand vont arriver les éboueurs. Alors ça paraît un peu, ça paraît un peu pénible de devoir se connecter à une application pour déposer ses ordures. Néanmoins, ça a été accueilli de manière assez favorable, semble-t-il, par une partie de la population, notamment du fait que le service est assez irrégulier et il n'est pas autorisé de déposer en amont ces ordures sur la voie publique pour des enjeux sanitaires finalement, si bien que ça forçait, ça obligeait les résidentes, les résidents à guetter l'arrivée très hypothétique d'un camion d'éboueur. Donc, à travers ces deux exemples, on a deux formes de digitalisation des services urbains qui peuvent se faire soit au contact de l'usager à travers une application, soit rester assez invisible parce qu'on parle vraiment de capteurs dans le réseau. Mais dans les deux cas, on produit de la donnée. Et c'est un peu ce qui m'intéresse, puisque la question que je me pose, c'est la manière dont on pourrait penser ces flux, ces circulations de données comme contribuant à modifier le métabolisme urbain, autrement dit, l'ensemble des circulations d'énergie et de données dans la ville. Alors, je vais revenir un peu sur ce terme de métabolisme urbain, puisqu'il n'est peut-être pas évident pour toutes et tous. C'est donc un concept qui a une histoire assez longue en sciences sociales, puisque assez tôt, Marx, en fait, l'a emprunté à la biochimie. Il venait d'être créé au début du 19e siècle. Et Marx s'en est emparé pour parler justement de la manière dont les villes dépendent de ce qu'il appelait la nature, de ressources qui circulaient à travers la ville et qui permettaient de la construire. Et c'est un concept qui a été réactualisé ces dernières décennies par un courant des études urbaines qu'on appelle l'écologie politique urbaine, qui s'est intéressé à ces flux de matière donc, et d'énergie, en montrant comment leur répartition permettait de dire quelque chose des rapports de pouvoir dans la ville et des inégalités socio-spatiales. Il y a un premier point qui m'intéresse ici quand je pense la question des données, c'est que très tôt, Marx pense le métabolisme urbain comme quelque chose qui circule, notamment du fait de la circulation de capital et de marchandises. Là, j'ai mis une citation que j'emprunte à Eric Swingerdow, qui est donc Adam Smith and in particular Karl Marx conceived a capitalist economy as a metabolic system of circulating money and commodities carried by and structured through social interactions and relations. Accumulation is dependent on the swiftness by which money circulates through society. Each hiccup, stagnation, or interruption of circulation may unleash the infernal forces of devaluation, crisis and chaos. Et je trouve frappant qu'on pourrait remplacer money par données. La phrase tiendrait tout à fait et serait très contemporaine. Il y a cette idée que les données doivent circuler pour permettre au capitalisme numérique de tourner justement. Donc c'est un premier point qui m'intéresse dessus.
Juste, puisque je risquais d'oublier, ces réflexions, par ailleurs, je suis en train de les développer, pas tout seul, mais avec un collègue qui s'appelle Ryan Burns, qui est basé à l'université de Calgary. Il y a un deuxième élément qui m'intéresse ici, qui est que chez Marx, derrière, il y a l'idée que derrière ce métabolisme, il y a un moteur qui est le travail. C'est le travail qui permet de faire circuler cette matière, ces marchandises. Et ça nous permet aussi, ça nous renvoie à une autre dimension de la matérialité du numérique et de la matérialité des données, qui est que les données, elles n'apparaissent pas de nulle part, elles n'existent pas en soi, elles sont construites. Et il y a un travail derrière. Alors, il y a des infrastructures matérielles du numérique, donc on doit construire des centres de données, ça je renvoie à la première partie de la présentation. Mais il y a aussi un travail pour la produire en elle-même. Et ça, c'était le cas avant le numérique. Dorothy Smith en parle très bien. Elle montre que notre expérience de la réalité au quotidien est médiée par l'information écrite, que cette information écrite, elle est produite et elle est issue d'un travail et de pratiques professionnelles. Elle prend l'exemple de quelque chose d'aussi anodin qu'un certificat de naissance. Bon, a priori, ça donne une information sur la naissance, mais la manière dont ça a été produit, les informations qu'on trouve sur le certificat, tout ça, c'est encadré par une législation, par un travail aussi au sein de l'hôpital et des administrations. Bref, il y a ce travail qui existe derrière la donnée et qui permet sa circulation. Un travail qui est tout aussi présent, sinon plus, à l'ère du numérique, quand bien même on pourrait avoir un peu dans l'idée que ce sont finalement des algorithmes qui permettent le traitement et la circulation des données. On sait que ce n'est pas le cas et qu'il y a un travail humain considérable derrière en ce qui concerne la production, la gestion, le traitement des données. Là, j'ai mis la couverture de ce livre de Jérôme Denis, mais je pourrais également renvoyer aux travaux de Florent Castagnino, qui est un chercheur invité en ce moment à l'INRS et qui a travaillé sur finalement tout ce qui se cache derrière l'utilisation des bases de données. Donc c'est un autre aspect finalement de cette matérialité. Assez rapidement, puisque on arrive vers la fin. J'aimerais aborder une dernière dimension de cette matérialité de la donnée, qui est qu'elle s'inscrit dans des rapports sociaux donnés. Donc là, j'en reviens un peu à l'écologie politique urbaine, qui a travaillé ces questions en profondeur, qui a montré comment la distribution, la répartition de l'eau en ville reflète certaines priorités. J'ajouterais que ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien. Moi, mes premiers pas dans la recherche, c'était avant que je commence ma thèse, c'était dans le cadre d'un travail sur les réseaux d'eau à Windhoek. Il y avait une infrastructure qui était tributaire de l'héritage de l'apartheid. Donc à la fois en termes d'extension du réseau, qui est plus ou moins présent dans certaines parties de la ville, mais aussi dans des questions de tarification. Est-ce qu'on a un système tarifaire qui va favoriser les gros consommateurs et les consommations dispendieuses d'eau, ou au contraire, qui va être plus redistributif? Donc ça, c'est ce genre de questions que l'écologie politique urbaine a pu traiter en profondeur. Et donc, on peut lui trouver des ramifications à l'ère du numérique, quand on s'intéresse aux données, avec des logiques qui peuvent être impériales ou néocoloniales en matière de données. Qui est-ce qui s'accapare les données, comment elles sont extraites, à quelle population, et qui en profite, qui arrive à les valoriser et en tirer profit. Donc ça, c'est des questions que peuvent euh, nous permettre d'aborder, que peut nous permettre d'aborder une approche qui articule justement écologie politique urbaine et STS, puisqu'il s'agit aussi de s'intéresser à la vie sociale de ces données. Donc c'est vraiment en articulant les deux qu'on peut
On peut penser ces logiques impériales et néocoloniales du numérique. Un dernier point, je disais que c'est des rapports sociaux qui sont reflétés par les données, et j'ajouterais aussi par quel type de données sont produites. Et il me semble important ici de réfléchir à quelles données sont capturées et quelles données sont laissées de côté. Puisque de fait, on n'arrivera jamais à saisir toute la complexité du monde social à travers des zéros et des 1. Il faut réfléchir, il y a des priorités qui sont données et des priorités qui reflètent un agenda des acteurs qui les produisent. Et c'est là que j'aimerais introduire le concept de lisibilité ou legibility de l'anthropologue James C. Scott, qui s'est intéressé au développement de l'État moderne et qui a montré que un État, pour fonctionner, il ne peut pas se permettre d'appréhender le social, dans les relations sociales dans toute leur complexité, mais il va avoir besoin de certaines informations, il va avoir besoin d'identifier des individus pour à des fins de taxation, de pouvoir régalien, il va avoir besoin de certaines informations, et donc on va en prendre certaines et écraser, aplatir finalement la complexité du monde social de l'autre côté. Et donc, je pense que c'est une des pistes de recherche à explorer quand on s'intéresse à cette question. La deuxième étant, et ça fait aussi écho d'ailleurs aux travaux de James C. Scott, qui a montré comment certaines populations arrivaient ou pas à échapper à l'étau de l'État et de l'État moderne. C'est la question de la visibilité, avec une question, pour quelqu'un qui, aux Philippines, va se brancher de manière illégale à un réseau d'électricité ou d'eau, qu'est-ce que ça fait que des capteurs puissent le localiser, l'identifier? Donc il y a des fins répressives et disciplinaires finalement qui sont associées à ce surcroît de données qui sont produites par les services en réseau, mais en même temps, le fait de tomber dans un angle mort de ces capteurs, finalement, ce n'est pas nécessairement une bonne chose non plus, puisque derrière le fait d'exister dans ces données, il y a une forme de reconnaissance sociale qui se joue, et si on n'existe pas dans les bases de données des opérateurs de services et des administrations publiques, ça soulève aussi d'autres questions et ça donne peut-être moins de prise pour faire valoir des droits. Voilà un peu les pistes que j'aimerais développer à l'avenir, avec l'idée que finalement, on a plus de données qui sont produites et qu'on a peut-être un changement de logique, puisque on passe finalement d'une logique de flux où avant on savait, on captait, on tirait de l'eau quelque part et elle atterrissait dans certains coins dans la ville. Désolé, je suis distrait très facilement par par le texte. Mais donc, on peut passer d'une logique de flux où on considère le point d'origine et le point d'arrivée d'un transfert d'énergie ou de matière, et finalement à une logique de circulation où on appréhende de manière beaucoup plus fine tout le trajet que parcourt cette matière et cette énergie dans la ville, comment elle est transformée et qui se l'approprie. Et donc, c'est finalement à l'aune de cette transformation que les questions que je posais peuvent se déployer. Je terminerai juste avec quelques réflexions un peu conclusives sur ce dialogue entre études urbaines et STS. Avec déjà le fait de revenir sur l'idée que le parti pris de cette présentation, et notamment de sa deuxième partie, c'est de prendre les données comme quelque chose de matériel. Les électrons, les signaux qui sont transmis par la fibre optique peuvent être appréhendés comme une matière qui circule, et ça nous aide finalement à penser aussi
les enjeux de pouvoir dans la ville. Donc ça, c'est cette question d'intégration avec l'écologie politique urbaine. Et ça permet finalement de penser, de repenser les villes comme sites d'accumulation, de concentration et de contestation des ressources. Alors c'était le cas et ça a été bien documenté. Le capital, le béton est transformé en des immeubles, en un cadre bâti. Euh, puis les travaux récemment de Loïc Vacan, par exemple, montrent aussi comment c'est des sites d'accumulation de capital culturel et symbolique éventuellement. Mais donc, on peut aussi parler de ce capital de la donnée. Euh, et c'est là qu'il s'agit de regarder qui sont les acteurs qui profitent de la valorisation de ces données, où est-ce qu'ils se situent. Et sachant que là, c'est mon dernier point, ils peuvent avoir un siège social qui est dans la ville, mais des infrastructures de traitement qui sont hors de la ville. Et finalement, les STS nous invitent aussi à repenser l'urbain avec une convergence très forte avec des thèses que la géographie, notamment critique, a pu produire ces dernières années. Je pense à celle notamment de l'urbanisation planétaire, qui cherche à montrer à quel point le fait urbain marque l'entièreté de la planète. Finalement, il n'y a pas un espace qui n'est pas pris dans des relations à l'urbain à l'heure actuelle. Et une mine dans un coin euh, reculé du Chili, elle a à voir avec la ville et avec la ville comme site d'accumulation de capital, finalement. Je vais m'arrêter là pour laisser place aux questions. Et merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation très stimulante. Merci beaucoup, Morgane. Alors, on a du temps pour des questions, des commentaires, à la fois ici en salle et puis en ligne. Hélène, si tu peux peut-être mettre la galerie. Les collègues. Ouais. Je peux quitter le PowerPoint. Alors, une question. Allons-y. Je serais curieux de peut-être si ça retourne un peu plus à la portion de début avec Sherbrooke. Mais tu as parlé notamment du fait qu'il y avait des oppositions. Puis je me demandais, en fait, dans les oppositions, est-ce que les critiques qui étaient véhiculées, c'était surtout sur ce site spécifique, on n'en veut pas, mais sur l'autre site, il y avait un consensus? Ou est-ce qu'il y avait aussi une critique qui partait plutôt sur le mode de développement lui-même, le fait que ce type d'infrastructure, on n'en veut pas dans notre ville, on voudrait autre chose, on voudrait d'autres modèles, ou est-ce que c'était plus, par exemple, si ça s'en va ailleurs, c'est correct? C'est une bonne question. Je peux en offrir une réponse qui est provisoire, on va dire, enfin, qui n'est pas très très ferme, puisque le terrain est encore en cours. Et notamment, on va interroger des personnes qui étaient plutôt plus au cœur de cette contestation. Mais en tout cas, ce qui transparaît dans la presse, dans les discussions aussi avec les acteurs qui, au sein de la ville, s'intéressaient à ces questions, c'est plutôt du not in my backyard, c'est plutôt la nuisance sonore qui posait problème que vraiment le modèle de société qui a derrière Mais par contre, quand je parlais d'acceptabilité sociale, c'est plus ça joue quand même le fait que ce soit des crypto-monnaies, puisqu'on n'a pas la même euh, dans l'équilibre dans l'équilibre, et notamment quand la ville parlait à ses riverains qui faisaient l'objet de nuisances, enfin qui souffraient de ces nuisances sonores, on ne peut pas leur tenir le même discours que quand c'est de l'hébergement de données, par exemple. Et ça se voyait un peu, puisque nos interlocuteurs, enfin nos participants de recherche avaient tendance à rappeler, oui, c'est une entreprise, mais attention, elle a un siège social à Toronto. Ils cherchaient quand même à se distinguer de l'image de quelque chose qui se trouverait au bord de l'illégalisme qu'on peut avoir quand on parle de
fermes ou de mines de crypto-monnaies, on n'a pas forcément les images les plus intègres qui viennent. Et donc, il y avait quand même ce réflexe de dire mais attention, ils sont cotés en bourse. L'idée de mettre un voile de respectabilité quand même sur l'entreprise en question. Merci. Si, questions, commentaires en ligne peut-être? Non, est-ce qu'il y a ici? Moi, j'en ai une. Ah oui, j'en ai une. Merci Morgane, c'était vraiment très intéressant. J'aurais une question, je ne sais pas si tu as les réponses, mais j'aurais aimé avoir une géopolitique un peu des acteurs. Parce que ma question, c'est au final, comment Microsoft décide-t-elle de s'installer dans telle ou telle ville? Et je m'attendais plus ou moins à ce que les municipalités n'aient pas de compétences en la matière, jusqu'au moment où je comprends que finalement, c'est juste on achète un terrain, donc du coup, on peut avoir un gain par le foncier. Et comme les municipalités sont généralement toujours en recherche d'argent, je comprends un petit peu mieux, mais je me pose la question à savoir, est-ce que qui décide au final? Comment ces interactions ont-elles lieu? Et quel est le regard un petit peu des élus là-dessus, en dehors du gain financier, en fait? Alors, c'est vraiment des questions qu'on veut développer avec Julia. Je vois d'ailleurs qu'elle est connectée avec donc, Julia Frottet. Donc, effectivement, je n'ai pas de réponse très définitive. Il y a quand même des cas d'études. Alors, il y a un article, par exemple, qui a été écrit sur un centre de données euh, euh, en périphérie de Montréal, où là, il y avait eu visiblement, l'entreprise était arrivée en fanfare, il y avait l'idée, alors effectivement, de gains sur de la taxe foncière finalement. Et bon, même ça interroge dans le... Tu connais beaucoup mieux le contexte au Québec que moi, mais ma compréhension, c'est que c'est la principale ressource pour les villes, mais qu'elle a tendance, elle tend à manquer. Donc ça pose aussi la question de savoir, dans le contexte des villes québécoises, quel espace il y a finalement pour ces installations. Mais ce qui était intéressant, c'est donc là, dans ce cas précis, euh, il y avait donc une arrivée en grande pompe avec l'idée que ça allait créer de l'emploi. Bon, c'est pas c'est pas des densités de travailleurs monstrueuses, mais il y avait quand même un peu cette idée. Et puis, il y avait quand même des discours aussi alors là, le discours, c'était en périphérie de Montréal, c'était de dire Montréal a réussi à se forger cette image d'économie de la connaissance qui repose sur le numérique, je pense à Ubisoft, etc. Et nous, on va être un peu le back-end de cette économie, mais on va y participer, on s'offre finalement une visibilité avec ce centre de données. Et, il se trouve que l'entreprise est partie très rapidement et donc le papier justement interrogeait la question de ça fait qu'est-ce que c'est que des ruines de data centers, comment est-ce qu'on les gère? Mais donc je dirais pour résumer un peu la réponse, il peut y avoir des attentes, en tout cas du point de vue des élus et des administrations municipales. Je ne sais pas si j'aimerais bien savoir dans quelle mesure c'est en train d'évoluer justement au fur et à mesure qu'on se rend compte des problèmes que ça pose. Parce qu'encore une fois, là, j'ai pas trop parlé, mais en termes d'infrastructures électriques et de mise à niveau, ça peut être aussi des gros chantiers. Il y a tout un ensemble de questions que ça peut poser. Merci. Moi, j'ai une question. D'abord, un commentaire. Merci beaucoup pour la présentation. C'est juste très stimulant. Puis, ça fait écho à
pas mal la littérature que je mobilise moi-même dans mes travaux. Tu as évoqué, en parlant des enjeux autour des données, les données lesquelles on décide de produire, lesquelles on décide au contraire de ne pas prélever. Tu as évoqué Scott, 90, que je ne connais pas, avec les concepts de lisibilité et de visibilité. J'ai automatiquement pensé aux travaux de Suzanne Listard sur l'équivalent sur comment rendre visible du travail invisible, avec cette dimension à double tranchant, c'est-à-dire travailler sur les infirmières, comment en fait codifier l'ensemble des tâches, y compris le temps passé à donner la main. C'est une arme à double tranchant, c'est ce qui permet de rendre visible du travail invisible, mais c'est aussi une façon de le codifier, peut-être de le réduire. Enfin, donc, il y a beaucoup, puis il y a plusieurs reprises, il y avait beaucoup de points communs. Ma question elle porte sur le terrain à Sherbrooke. Tu parlais du fait que ça avait abouti, entre autres, à produire de nouvelles catégories de zonage propres au centre de données. Je serais curieuse d'en savoir plus. Est-ce que tu as étudié comment ça a été mené, cette nouvelle catégorisation? Est-ce qu'ils ont pris en compte d'autres systèmes de catégories qui existent ailleurs? Est-ce qu'ils sont venus avec leur propre catégorisation? Comment ça... Je trouve que c'est un beau terrain d'étude. Ouais. Alors on est dedans, donc encore une fois, je suis désolé, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois, mais c'est une réponse qui appellera à être peut-être un peu nuancée ou complétée par la suite. Mais effectivement, ça nous a beaucoup intéressés. Alors, de fait, et ça rejoint aussi un peu ta question, Sandra, il y a eu, je parlais de montée en compétences au sein de la ville et d'ailleurs de Hydro-Sherbrooke. Ça, c'est quelque chose effectivement qui a été très important et ils ont été voir d'autres personnes à Hydro-Sherbrooke qui sont plus habituées au fait d'avoir des centres de données qui s'installent. Donc on va essayer d'avoir un peu les détails vraiment de quels ont été les modèles qu'ils ont pu mobiliser pour créer cette catégorie. Ils revendiquent en tout cas quand même d'être assez à la pointe dessus, que toutes les villes n'ont pas cette sous-catégorie qui est en fait une sous-catégorie d'un zonage industriel en fait. Ils sont pas partis de nulle part, c'est pas une catégorie complètement ad hoc créée à part. Mais disons que sur la base notamment de leur expérience, ils ont essayé d'intégrer tout ce qui leur avait posé problème finalement directement dans dans le code de l'urbanisme. Merci. Oui. Non, T'as quand même plusieurs exemples, notamment les exemples aux Philippines, on parlait de Uber, des déchets, ainsi de suite. Puis dans cette perspective où justement on a une sorte de numérisation des infrastructures qui passe beaucoup par des entreprises privées finalement qui vont aller se plugger sur notamment des infrastructures déjà publiques ou qui vont construire elles-mêmes des nouvelles infrastructures. Est-ce que de ce que tu as pu observer ou des différents enjeux, des différents cas que tu as pu voir, est-ce qu'il y aurait une certaine tendance à la privatisation en fait, des infrastructures qui viendrait en fait se supplanter à une tendance précédente qui était plus l'infrastructure gérée par l'État, public, et ainsi de suite, mais là on serait plus dans un paradigme où ce serait des grandes compagnies de tech finalement qui prendraient possession de ces choses-là? C'est des questions que je me pose beaucoup. Alors, pour le contexte des Philippines est particulier, c'est la plupart du temps des entreprises privées dans tous les cas. Les Philippines ont beaucoup privatisé sous la pression notamment de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de développement. Enfin bon, il y a une histoire des Philippines particulière qui fait que c'était déjà privé. Mais même dans ces cas-là, ça pose quand même des questions en termes d'économie politique finalement, puisque l'une des questions que je me pose, c'est par exemple, est-ce que cette numérisation, elle est plutôt portée... Alors là, dans les exemples que j'ai pris, c'est plutôt des petites entreprises locales et qui sont vraiment spécialisées sur ces questions. Mais ça pourrait être soit des acteurs traditionnels qui conduisent d'ailleurs ces réflexions. Et alors j'ai plutôt des exemples français
en tête, mais Veolia, Suez, ils mènent des travaux sur l'intégration du numérique. Ils n'attendent pas que ça vienne d'autres acteurs. Donc ça, c'est une possibilité. Ça pourrait être aussi des grosses entreprises de la tech qui pourraient investir ces champs-là. Et par ailleurs, pour replacer, donc il y a cette transformation de l'économie politique qui m'intéresse, qui sont les gagnants, qui sont les perdants, mais aussi comment est-ce que la donnée vient s'insérer dans cette économie politique. Et par exemple, une hypothèse qui serait un cas stimulante, ce serait est-ce qu'on ne va pas arriver dans une situation où la production de données sur les consommations, je pense notamment aux smart grids, peut produire suffisamment de valeur, enfin de valeur économique pour changer un peu le modèle économique de la production, de production de services. Et est-ce que finalement ces données ne pourraient pas avoir plus de valeur que le service même qui est rendu? C'est quelque chose qui a l'air un peu absurde comme ça, mais en même temps, la Silicon Valley est remplie d'entreprises qui sont valorisées alors qu'elles ne sont pas profitables, mais qui accumulent beaucoup de données et ce qui leur permet d'être capitalisées à plusieurs milliards. Donc, c'est pas non plus de la science-fiction complète. Merci. On a encore un petit peu de temps pour une question ou un commentaire. Oui. J'étais un petit peu surprise quand tu as montré la localisation des centres de données. La plupart sont autour d'un parc. C'est un parc industriel en fait. Ah, ok. Oui, c'est vert. Donc oui, c'est pas. Ok, donc parce que je trouvais ça un peu contradictoire parmi les autres contradictions, mais ok, donc c'est un parc industriel. Il y a quelque chose qui m'a, c'est vraiment un commentaire, mais il y a quelque chose qui m'a frappé sur la même photo, je pense, la photo qui illustrait les gros ventilateurs. Tu sais, souvent, on a l'imaginaire, justement, des trucs super sécurisés, puis des dizaines de mots de passe, puis là, le mur était même pas fini. On voyait le caractère très précaire, finalement, de cette organisation-là. Il y a quelque chose dans l'imaginaire qui, pour moi, c'est comme brisé, là, à ce moment-là. Après, là, c'est aussi parce que c'est de la crypto-monnaie. Ils ont beau être cotés en bourse. Ils ont gardé un peu ce côté DIY. éthique. Mais ce qui n'empêche pas, là, dans le cas de ce centre de données en périphérie de Montréal, justement, ce qui participait aussi à cette publicité, finalement, à ces discours sur la modernisation de la ville par le centre de données, c'était aussi une architecture assez travaillée, qui d'ailleurs cachait certaines choses, puisqu'il y a eu beaucoup de travaux sur les questions de visibilité, invisibilité des centres de données, qu'est-ce qu'on cherche à cacher, qu'est-ce qu'on cherche à mettre en valeur, justement. Ça a été le gros d'une première vague, en tout cas, de travaux sur les centres de données. Une question terminologique. On ne parle plus du tout de centre de calcul, par exemple. C'est vraiment maintenant, tout est assimilé en fait, tout est subsumé sous le concept de données. C'est étrange un peu à mon oreille, c'est comme si c'était un amalgame. Alors, c'était étrange pour nous, en fait, et c'est pour ça que je parlais aussi de notre surprise. On s'était dit, la fleur au fusil, on va travailler sur les centres de données, et puis on pensait vraiment hébergement. Et ça a été une vraie surprise, en fait, que de réaliser que c'était pas du tout du stockage de données qui avait lieu, mais du calcul. Alors, bon, c'est notre fait et notre naïveté, mais c'est quand même aussi que nulle part on avait lu centre de calcul, que ce soit dans les documents de la ville, dans la presse. Ils ont pu, dans la presse, ils ont pu parler de crypto-monnaie, mais sinon, ils parlaient de centre de données vraiment de manière très, très générique. Et quand je regarde, et quand je regarde justement les travaux très récents pour le coup qui prennent en compte
La question de l'IA générative et autres, c'est pareil, je lis plutôt au centre de données, donc j'ai pas l'impression que le terme centre de calcul soit très utilisé, en tout cas dans ce champ. Oui. Est-ce qu'on a une autre question? Moi, j'en aurais une. S'il n'y a Oui. personne en ligne qui Non. veut manifester, je ne sais pas si tu vas avoir une réponse, c'est vraiment quelque chose qui me chicote depuis tantôt, mais tu as bien montré comment finalement l'espace urbain puis les flux de circulation de données pouvaient être un espace de captation, d'accumulation puis de contestation. Puis je vois bien les formes que peuvent prendre des contestations, y compris matériellement, des formes de résistance, mais j'ai du mal à voir quelle forme peut prendre une espèce d'appel à la visibilité, parce que tu t'as fait référence, il me semble, à un moment à cette espèce de désir de certains groupes qui pourraient être un peu en marge d'atteindre une visibilité dans ce flux-là de données. Euh, je vois bien comment on peut résister à la saisie de données ou à une inscription dans ce discours de données-là. Je vois bien comment on peut saboter l'alimentation électrique d'un centre de données. Comment on peut, si moi, mettons, je suis marginalisé et invisible du point de vue dans ce flux de données-là, ça peut être quoi, mon, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mobiliser pour devenir visible dans ces données-là? Je le vois au niveau des discours, mais dans la donnée, comment je fais? C'est quoi une porte? Si tu On veux, peut être visible, mais je me demande s'il y a une réponse à ça. c'est une bonne question et je dirais que le préalable, c'est un peu cette mise en politique des données, y compris parce que autant il y a des données, on se rend compte assez rapidement effectivement qu'il y a des enjeux politiques derrière, je sais pas, données biométriques. Très rapidement, ça peut susciter ça va susciter des contestations. Il y a en plus un tissu militant et associatif qui se positionne dessus très, très facilement. Il y a d'autres données qui sont moins évidentes à politiser, et notamment justement les données de réseau, donc, qui servent à la gestion d'un réseau. Euh, c'est c'est, euh, c'est moins immédiatement politisable, mais justement, il y a un premier travail, je dirais, qui est cette mise en politique. Euh, Parce que là, les travaux de Star, les tiens, Florence, il y a, derrière ces données, c'est effectivement des choses qui sont pas du tout, qui sont pas du tout visibles, qui parfois sont pas très glamour, enfin, qui paraissent vraiment anodines. Donc, il y a un premier travail de mise en politique et alors là, sous quelle forme mais ça peut être sans doute des formes de contestation très traditionnelles. Si tu habites un quartier marginalisé qui, euh, dont la qualité de l'eau est très mauvaise, par exemple, mais qui ne serait pas mesurée par l'opérateur, et là, il y a des choses assez traditionnelles. Ça va être essayer de de construire une expertise localement pour construire des mesures, pour produire sa propre donnée, et ensuite la porter sur la place publique. Ça peut être des choses On comme ça. appelle à des acteurs déjà politisés. Donc. Dans tous les cas, oui, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une mise en politique des données. Et la question, c'est jusqu'où elle va et est-ce que on fait des ajustements à la marge? C'est pareil, échapper aux données. On peut essayer d'utiliser un navigateur qui bloque les cookies, des choses comme ça, pour reprendre quelque chose. Mais c'est pas ça qui va changer finalement la phase du capitalisme numérique. Il y a peut-être l'hypothèse plus ambitieuse qui serait de renverser la table et d'essayer de proposer des modèles alternatifs. Euh, mais voilà, c'est un peu à la carte. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut clore. Merci beaucoup. Merci Morgane et merci à tous pour les questions, discussions. Elles sont contentes.